L'Erol.net, s'informer en temps réel. De l'enseignement supérieur de la recherche, le professeur Mariétou Niane, empêché, pour apporter aux membres de cette nouvelle structure le soutien de son département, le soutien de la Direction générale de l'enseignement supérieur et l'importance que le ministre en personne accorde aux partenaires de l'enseignement supérieur privé, compte tenu de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, depuis 2012, pour l'enseignement supérieur au niveau de notre pays. Ils ont participé non seulement au recrutement des étudiants bacheliers, mais à la diversification des filières, à l'employabilité compte tenu des offres de formation qu'ils présentent au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, leur dire la satisfaction du ministère et la volonté du ministre de les associer davantage à toutes les initiatives prises au niveau du ministère en ce qui concerne la réforme de l'enseignement supérieur et avec même nos partenaires extérieurs, donc partenaires financiers et techniques. Plusieurs réunions ont été tenues au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidée par le ministre Mariétou Niane. Il y a une réunion que j'ai présidée personnellement sur les métiers de gaz et de pétrole. Et pour cela, on va associer d'abord certains ministères. Il y a le ministère des Mines, il y a Petrosen, il y a le ministère de l'Environnement, parce qu'il y a l'aspect environnemental. Il y a les établissements d'enseignement supérieur public, mais aussi les établissements d'enseignement supérieur privé. Voilà, ils seront tous associés, ce que je dis ici. Il y a les métiers de pétrole, mais dans la diversification, il y a aussi des métiers qu'il faut créer. Parce que quand on parle de massification au niveau de nos universités, il n'y a pas de massification homogène. En fait, il y a une mauvaise répartition. Vous trouvez dans une filière comme PC1 chimie, vous prenez 3000 étudiants en première année. Mais on est sûr que 3000 étudiants, d'abord, s'ils arrivent tous, et ce que nous souhaitons, avoir même leur doctorat, toute l'Afrique ne peut pas utiliser 3000 docteurs en chimie ou en physique. Ce n'est pas possible. Bon, au moment où dans d'autres secteurs, il n'y a rien du tout. Par exemple, si on avait des formations dans le domaine des textiles, Bata n'aurait pas fermé ses portes. Si on avait des formations, enfin je dis en tannerie, mais textile, il y a Sotiba, il y a les usines de Pékin qui ont fermé leurs portes. Et c'est tout ce matériel qui est là. Et il est temps que le ministère discute en même temps avec le public et le privé, parce que ce n'est que dans le cadre de partenariat public-privé qu'on pourra régler ces problèmes-là. Il y a un constat. Donc je suis scientifique, il y a des choses que je ne dois pas dire si je ne fais pas une étude scientifique pour montrer la corrélation. Mais mon intuition me permet de le dire. Moi, j'ai fait mon enfance ici à la Médina. Il y a des bâtiments qui sont là-bas, qui ont été construits avant même ma naissance. Ces bâtiments sont encore là, intacts. Des bâtiments qui ont été construits il y a moins de 15 ans tombent en ruine. Des ponts qui tombent. Qui ont construit ces ponts-là? C'est des ingénieurs de conception qui devaient faire 5 années d'études. Mais si chaque année, on doit faire 4 mois, à 10 mois, on fait 4 mois avec des grèves, au bout de 5 ans, vous n'avez que le niveau de deuxième année. Et pourtant, vous avez un diplôme. Tout ce que tu construis, ça tombe. Et si ça touche maintenant le domaine de la santé, c'est notre espérance de vie qui sera en danger. Le problème de niveau, c'est partout aussi. Dans ce cadre-là, vous formez aussi des professeurs, des futurs professeurs. Qu'est-ce qu'ils vont enseigner? L'ignorance. Quelqu'un qui enseigne, qui n'a pas fait une année complète, il va enseigner l'ignorance. Je crois que ce qu'il faut arrêter, ce sont les grèves. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne sont pas pertinents. C'est pertinent, je suis enseignant. En tant que tel, je parle. Mais les méthodes qu'on utilise pour satisfaire nos revendications, il faut utiliser toute méthode sauf la grève. Quand vous n'avez pas une année complète, et ce qu'on risque aussi, c'est d'avoir des avocats qui seront incapables de défendre leurs clients. Et peut-être même des responsables qui seront incapables d'écrire correctement une lettre en français. Et imaginez maintenant tout ce que tu peux gagner. Tu l'investis dans une maison, ça tombe. Tu vas payer un médecin qui est incapable de te soigner. Bon, là, je crois qu'il y a un enjeu grave et il faut mesurer cet enjeu-là. Voilà, donc la baisse de niveau, ce n'est pas le ministère de l'Éducation, parce que ce n'est pas lui qui enseigne dans les classes. Ce n'est pas le ministre de l'Enseignement supérieur. Ça, il faut le dire clairement. Mais cela dit, cela ne veut pas dire que les revendications ne sont pas pertinentes. Mais la méthode utilisée n'est pas la meilleure. Elle n'est même pas bonne. Je pense qu'on est au bout de cette problématique. Parce que la volonté du président, la volonté du ministre de l'Enseignement supérieur, c'est d'arriver, et des autorités universitaires d'ailleurs, d'arriver à une année universitaire normale.
Maintenant, les crises récurrentes qui se sont succédées ont fait que l'année universitaire a été perturbée. Mais aujourd'hui, nous sommes en fin de processus et nous allons vraiment, dans les brefs délais, reprendre une année universitaire normale. Les étudiants pourront donc bénéficier d'un enseignement supérieur de qualité. Mais il faut dire aussi que cette crise-là, cette question-là, c'est de la responsabilité de tout le monde. Les enseignants ont une responsabilité dans cette crise. L'État peut-être aussi a une responsabilité dans cette crise. Donc c'est un ensemble d'acteurs qui a une responsabilité à ce niveau-là. Et je pense que si nous prenons conscience que les crises récurrentes ne sont pas bonnes pour notre université, nous parviendrons à une solution très rapidement. Et je pense que sous peu, on aura la solution. Le Sénégal, ça vous le savez, le dernier concours du CAMES, vous savez, de la médecine, ils ont fait des résultats excellents, ça tout le monde le sait. Donc, je pense que nos chercheurs cherchent et trouvent. Il y a des difficultés, je suis d'accord, mais nous travaillons à améliorer, à surmonter ces difficultés-là, en tout cas pour améliorer notre recherche, pour améliorer notre enseignement supérieur. C'est vrai que nous sommes aussi dans un pays qui n'a pas beaucoup de ressources, ça il faut le dire, et nous travaillons avec les moyens du bord. C'est pourquoi je lance un appel à tout le monde. Parce que la question de l'enseignement supérieur, c'est une question de tout le monde. Et tout le monde doit se mobiliser pour qu'on essaie d'avoir un enseignement de qualité. Si nous faisons l'évaluation du financement de l'enseignement supérieur de 1960 à 2012, on se rend compte que c'est environ 100 milliards qui ont été injectés dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, de 2012 à nos jours, nous avons un programme de financement de 302 milliards. Ça veut dire qu'on a triplé le financement de l'enseignement de 1960 à 2012. Ça, c'est un effort considérable de la part de l'État, de la part de M. le Président de la République. C'est une volonté politique, il faut le dire. Maintenant, ce qui va suivre, c'est l'accompagnement de tous. Parce qu'en réalité, le Président de la République a la volonté politique, le Président de la République prend des décisions, il prend des initiatives, mais dans la faisabilité, dans la mise en œuvre, il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on puisse avoir la qualité. Ce qui nous a motivés, c'est la volonté, l'ambition de mettre en place une organisation patronale et professionnelle dans le domaine de l'enseignement supérieur forte. Parce que nous avons constaté que jusqu'ici, il y a beaucoup de choses, beaucoup de préoccupations qu'on aurait pu régler et qui, jusqu'à présent, ne l'ont pas été. Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'avec notre capacité d'initiative, de créativité, avec l'esprit de solidarité, d'entraide, avec une force, une capacité énorme en termes de force, de proposition et d'action, nous nous sommes dit qu'avec la tutelle, nous pouvons faire évoluer l'enseignement supérieur privé et en général l'enseignement supérieur. Et pour ainsi, comme nos autorités l'ont dit tout à l'heure, contribuer grandement à la formation du capital humain de notre pays. Et nous saisissons l'occasion pour remercier le ministre conseiller, M. Diouf, ministre conseiller, et le professeur Sangaré, directeur général de l'enseignement supérieur, qui nous ont assistés et qui ont pris de leur temps pour venir effectivement présider une rencontre qui pour nous marque le début d'une nouvelle ère pour l'enseignement supérieur privé au Sénégal. Le secteur privé et surtout de l'enseignement supérieur privé a une capacité d'innovation et de créativité et d'adaptation. Ce qui fait que, compte tenu des enjeux, des difficultés, des besoins, des problèmes, nous avons une capacité de réaction qui peut nous permettre de nous adapter et de relever les défis. Et nous avons l'habitude de le faire. Tous les jours, c'est ce que nous faisons. Et à chaque fois que nous serons prêts avec les autorités pour relever ces défis. Il n'y a pas de pléthore. Ceux qui le disent ne savent pas les réalités de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il y a des bacheliers à former. Il y a de nouvelles offres de formation qui pourraient permettre à chaque établissement de se positionner et d'avoir des parts de marché qui pourraient lui permettre non seulement de faire de la qualité, mais aussi de rentabiliser dans une certaine mesure leurs investissements. Donc le problème de qualité aujourd'hui ne se pose pas. Ce n'est pas pour rien
que les autorités font confiance à l'enseignement supérieur privé pour former les bacheliers, je l'ai dit tout à l'heure, dans des cycles de licence, de master. Allez aujourd'hui dans le monde du travail. Les meilleurs que vous y trouvez, mais viennent du privé. C'est parce qu'ils ont été bien formés. C'est parce que l'enseignement supérieur, de façon générale et en particulier privé, est de qualité. Et l'État, à travers donc le ministère de tutelle, à travers la direction générale de l'enseignement supérieur, a mis en place des outils, des instruments, des baromètres qui permettent d'évaluer la qualité. C'est à partir de ces éléments que des accréditations sont données, que des agréments sont donnés, que des reconnaissances seront données. Donc ça signifie quoi? Que cette qualité-là, nous la cultivons tous les jours et c'est quelque chose de visible. Et de façon naturelle, toutes les écoles qui ne feront pas de la qualité vont disparaître d'elles-mêmes. Donc quelles sont les difficultés? Parce que un étudiant qui veut se former, mais ira naturellement vers une école qui fait de la qualité. Ce qui fait que ceux qui ne feront pas de qualité n'auront pas d'étudiants et par conséquent disparaîtront naturellement. Le problème de l'emploi se pose partout dans les pays développés. Ce n'est pas pour rien que nos parents émigrés sont en train de revenir. Parce que dans ces pays-là, il n'y a pas de problème. Même, disons, les crises que l'on rencontre, que l'on note dans les pays développés, les crises économiques, les crises financières, le terrorisme, sont liés en partie, la montée de la xénophobie, sont liés en partie au manque d'emploi dans les pays développés. Et pour ce qui nous concerne, notre mission, c'est quoi? C'est de former des ressources humaines qui soient capables de trouver de l'emploi en s'adaptant, en développant ce qu'on appelle la notion d'employabilité. Ce qui fait qu'à travers même l'auto-emploi, par exemple pour laquelle c'est une dimension extrêmement importante de nos formations. Donc on initie nos étudiants à partir de leur premier cycle à la création d'entreprises, à l'entrepreneuriat, pour qu'ils puissent créer eux-mêmes leur propre emploi. C'est dans cette situation-là, c'est dans ces conditions-là, je veux dire, qu'on parviendra à augmenter le niveau de l'emploi et arriver à ce que le niveau du chômage soit réduit considérablement. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.